Le choix du terme dialectique ne permet pas seulement de se démarquer de Fichte comme prolongement de Kant, mais d'abord et avant tout de ressourcer la démarche dans l'Antiquité. Ce que nous avions relevé dans le brouillon sur l'éthique est repris dans la dialectique de 1811, ainsi que dans toutes les élaborations ultérieures. C'est naturellement dans ces leçons sur l'histoire de la philosophie que cette origine est la plus clairement marquée. Le factum fondamental est la division en logique, physique et éthique, qui trahit une saisie de toute l'extension du domaine de la connaissance et un sens développé pour le traitement scientifique, car le physique et l'éthique représentent le côté réel. La vie supérieure n'est rien d'autre que l'être des choses en l'homme et l'être des hommes dans les choses. La connaissance est le savoir de cette vie, le savoir du premier élément et la physique, le savoir du second, l'éthique. La dialectique représente l'élément universel, à proprement parler uniquement l'aspect négatif, polémique, à l'égard de la réflexion inférieure qui parle de l'hétérogénéité des choses. L'aspect positif conserve toujours la forme mythologique, mais c'est plus précisément à la dialectique platonicienne que pense Schleiermacher, notamment à celle du double mouvement ascendant et descendant que décrit le livre 7 de la République. Il assimile par ailleurs explicitement sa conception de l'absolu au bien du livre 6 comme origine de la science et de la vérité. La méthode, la quadruplicité qui se veut en fait une dichotomie dynamique, l'identité de la logique et de la métaphysique, c'est-à-dire de l'ontologie, l'interprétation de la raison selon sa forme dialogique, se rattache à la dialectique platonicienne. Schleiermacher la caractérise de la façon suivante. La dialectique se rattache directement à la sophistique, car on ne pouvait riposter à cette corruption qu'en élevant l'instinct dialectique précédent à la conscience. Dans l'antilogique, une liaison est manifestement fausse. Pour découvrir la fausseté, il faut être en possession de l'art combinatoire vrai. Platon l'appelait dialectique, parce que les anciens n'arrivaient pas à séparer pensée et parler, et qu'alors toute dispute était dialogue vivant. Il a divisé en deux parties, en vue de savoir ce qui peut et ce qui ne peut pas être relié, et en vue de savoir ce qui peut être divisé et ce qui peut être réuni. Selon Schleiermacher, la dialectique a pour vertu de conduire à une unité des opposés, sous la forme d'une unité absolue. De cette manière, sa dialectique n'est pas seulement comme aspect formel le miroir de l'unité réelle, tant physique qu'éthique, mais encore le principe heuristique de l'unité absolue, ou de l'idée de la déité. C'est là ce que Schleiermacher revendiquera pour sa propre dialectique. Nous pouvons préciser cette parenté déclarée en rappelant que la dialectique de Schleiermacher compte une théorie du jugement et du concept alors qu'elle rejette la théorie aristotélicienne du syllogisme. Ainsi, par exemple, lorsqu'il impute historiquement à l'influence sophistique d'avoir donné naissance à la théorie aristotélicienne et unit-il du syllogisme, alors que la méthode de Schleiermacher, qui ne distingue que concept et jugement, se rattache à Platon. Nous devons saisir la chose de manière historique. S'il n'y avait eu ni sophiste ni rhéteur, nous n'aurions pas eu de logique aristotélicienne, mais serions restés à la logique platonicienne, qui ne connaissait que logos et rhéma, concept et jugement, et qui concevait encore la dialectique comme art bien divisé et relié des concepts. L'essence trompeuse des sophistes et des rhéteurs a cherché à découvrir des moyens allant contre une telle juste liaison des concepts et à engendrer le procédé syllogistique pour s'en protéger. Cela aurait dû s'arrêter avec les sophistes si la disputatio n'était pas apparue au Moyen-Âge. Discuter n'est plus chez nous qu'une forme morte et n'apporte rien à la science. C'est un mélange du sophistique et de la rhétorique. Si nous nous tenons donc à l'écart de ces motifs étrangers, et si nous ne cherchons à établir que la connaissance et l'entente, alors la valeur du procédé syllogistique cesse. Mais si, de l'aveu même de Schleiermacher, Platon était son principal maître en matière de philosophie, les influences dans la dialectique sont multiples. Les références vont en effet tant à Aristote qu'à Descartes, Leibniz, Spinoza et bien sûr à Kant, à l'école de Halle, Eberhard, Baumgarten, à Jacobi, à Fichte, à Schelling. Toutes ces influences et les imbrications entre épistémologie, logique et ontologie, ainsi que la réception autonome de tous ces auteurs par Schleiermacher, rendent parfois la lecture de la dialectique d'une difficulté redoutable. Dialectique et architectonique. Nous avons déjà noté que la dialectique relevait d'un projet systématique.
C'est là ce qui rend celle de Platon si attrayante, puisqu'elle a su, à la suite de Socrate, unir la philosophie de la nature des Ioniens, l'éthique des Doriens et la dialectique des Éléates. Schleiermacher considère en effet Platon comme le premier philosophe systématique, auquel il faut attribuer une tripartition qu'on ne rattache traditionnellement qu'à Xénocrate, fragment numéro 1. Dans le Timée, la physique s'achève en éthique et l'éthique renvoie toujours à la physique. Les deux s'appuient sur la dialectique qui, à son tour, n'existe nulle part ailleurs que dans son lien avec les deux buts réels. Les sciences de la nature et des mœurs sont précédées par une science formelle, logico-dialectique, comme le rappelait Kant dans l'ouverture des fondements de la métaphysique des mœurs. L'ancienne philosophie grecque se divisait en trois sciences, la physique, l'éthique et la logique. Chez Schleiermacher, la dialectique a un rôle d'abord architectonique qui vient mettre en forme la totalité du savoir dans ces deux corrélats réels, l'éthique et la physique. L'unité systématique ne relève pas d'une coordination externe, mais de l'essence même du savoir. Il n'y a de savoir qu'unifié, le savoir doit être organisme. C'est pourquoi le procédé architectonique joue un rôle capital dans l'intelligence de la dialectique chez Schleiermacher, garantissant l'unité de la connaissance. Il assure la connaissance de la connaissance, ou le savoir du savoir, qui est précisément visé. La toute dernière partie de la dialectique y est toujours explicitement consacrée. L'architectonique qui assure la structure y est le complément de l'heuristique comme méthode de recherche. Comme ordre dans la recherche des principes, elle est au fondement même de la dialectique. Au-dessus du système des sciences coordonnées, il doit y avoir pour elle des principes communs, une architectonique. La dialectique a ainsi un rôle systématique qui sera renforcé par les rapports de réciprocité qu'elle entretient avec l'éthique. C'est que la dialectique, ayant pour tâche d'asseoir l'unité de la raison et de la nature, est inséparable des parties qu'elle fonde, à savoir tant l'éthique que la philosophie de la nature. De ce fait, elle ne saurait être une simple partie de l'éthique, car elle romprait alors indéfectiblement l'équilibre entre l'idéal et le réel au profit de l'idéalisme. La dialectique dans la systématique du savoir de Schleiermacher est un troisième terme qui flotte entre les deux autres, qui n'existent pas sans eux, mais qui les rend possibles. C'est là la première difficulté pour lui à signer sa place. La seconde est que l'éthique, dont nous montrerons qu'elle est première dans la perspective du savoir fini, exige comme théorie du redevenir de la raison dans son rapport à l'être ou à la nature, une théorie de la formation du savoir. Cette dernière devra montrer premièrement comment et jusqu'où le savoir est possible, et deuxièmement, quelles sont les procédures effectives de la constitution du savoir. En ce sens, la dialectique spéciale sera une technique. Ces deux visées intimement liées commandent la partition de tous les exposés de la dialectique, en partie transcendantale et en partie formelle, précédée d'une introduction consacrée aux rapports entretenus par la dialectique avec la philosophie, la science, l'art, et dégage ces présupposés les plus généraux qui sont 1. La continuité du savoir, elle sauvegarde l'unité de la vie et la possibilité de l'évolution de l'esprit. On doit en effet pouvoir passer de l'opinion au savoir et les situer par rapport à la croyance, sans exclure ainsi ni l'empirisme au nom de la spéculation ni l'inverse, ce en quoi Schleiermacher intègre une double référence à Platon et à Kant. Le passage de Platon dans la République est bien connu. La partition de la ligne à la fin du livre 6 distingue 4 modes de connaissance auxquels correspondent des objets propres. La conjecture, image, la croyance, chose réelle, les deux composants, l'opinion. Doxa, la connaissance discursive, objet mathématique, et l'intellection, idée, ces deux dernières formant le savoir. Épistémé, l'allégorie de la caverne dynamise cette ligne dans une perspective pédagogique et montre que l'on peut passer de l'une des sections à une autre, fût-ce au prix de brutales et douloureuses conversions. Donner un sens à cette allégorie exige que les objets de connaissance ne soient cependant pas radicalement hétérogènes, mais qu'on puisse sur eux varier les points de vue. Le philosophe connaît le même objet que le menuisier, mais autrement. L'analyse de Platon étant entièrement prise du côté de la connaissance. Platon pense en effet moins à une hiérarchie des objets qu'à une hiérarchie des modes de connaissance. Schleiermacher fait explicitement référence à cette distinction en soulignant qu'il faut éviter de distinguer radicalement l'orthodoxa et l'épistémé. Kant, de son côté, distingue l'opinion, la foi et le savoir comme degré dans la Fürwahrhalten, dans l'acte de tenir pour vrai, comme mode.
d'assentiment, c'est-à-dire dans la validité subjective du jugement par rapport à la conviction, qui a en même temps une validité objective. Lorsqu'un jugement est tenu pour vrai, avec la conscience de son insuffisance, tant objective que subjective, on a affaire à l'opinion. Lorsque l'acte de tenir pour vrai est subjectivement suffisant et objectivement insuffisant, on parle de foi. Et lorsque dans cet acte, tant le subjectif que l'objectif sont suffisants, on est en présence du savoir. C'est la classification kantienne qui est reprise et détaillée par Schleiermacher pour clarifier la construction du savoir en ayant recours au sentiment exprimant l'adéquation d'une pensée. Mais au lieu d'une triplicité, il existe chez Schleiermacher un quadruple rapport entre la pensée et l'idée du savoir. A. La pensée qui s'accorde avec le savoir absolu et dont j'ai conscience, pensée qui est le but de tout le processus scientifique, savoir, épistémé. B. La pensée qui s'accorde avec le savoir absolu et dont je n'ai pas conscience, opinion, droite, orthé, doxa. C'est l'ignorance dont j'ai conscience et qui n'est qu'un point de passage dans le processus du savoir, imagination, expérience. D. L'ignorance dont je n'ai pas conscience, l'erreur absolue qui n'existe pas strictement parlé, puisqu'au nom du principe de continuité, il y a une part de vérité en tout un chacun. C'est bien là ce que le mutatis mutandis Pascal énonçait élégamment, en distinguant un savoir savant inaccessible, une sotte science suffisante, propre à ceux qui font les entendus, une ignorance savante et qui se connaît et une ignorance naturelle. La triplicité kantienne est remplacée chez Schleiermacher par une plus platonicienne quadruplicité qui ne correspond cependant pas exactement à la quadripartition de la ligne puisqu'elle y applique les caractéristiques kantiennes des modes d'assentiment. Seule la continuité du savoir permet à Schleiermacher de commencer à penser dans la vie et à concevoir la recherche du savoir comme élévation et perfectionnement éthique. La même chose s'applique à l'herméneutique. Il doit y avoir un passage entre la compréhension inférieure et la compréhension supérieure. Il faut donc partir de l'hypothèse de l'existence d'un savoir absolu auquel nous cherchons une voie d'accès. De la réfutation du scepticisme, elle est une conséquence de ce qui précède, car le scepticisme affirme qu'il n'y a aucun accès au savoir, tout en étant convaincu savoir cette ignorance. De ce fait, la réfutation tient en l'argument pascalien. Nous avons une idée de la vérité invincible à tout le pyrrhonisme. Lorsqu'il devient dogmatique, le scepticisme est dans une contradiction performative. S'il affirme en revanche de manière plus nuancée que tout savoir n'est qu'en devenir et que jamais il ne s'achève, alors il ne contredit pas l'idée du savoir qui est régulatrice. On est donc autorisé à supposer l'existence à titre régulateur du savoir proprement dit. On commet de nombreux contresens sur la visée philosophique de Schleiermacher en ne soulignant pas assez chez lui l'importance des idées régulatrices. Schleiermacher notait en 1799 dans le Versus einer Theorie des Gesetzlichen Betragens, il fait par ailleurs partie de l'essence d'une théorie, il n'a donc pas besoin d'être explicitement énoncé, que les idées qui y sont établies sont des idéaux dont l'exercice ne doit que s'approcher. Mais en même temps, Schleiermacher précise sa pensée, régulateur et constitutif n'auront plus alors un sens tout à fait kantien. Kant établit le rôle simplement régulateur des idées dans l'appendice à la dialectique transcendantale, la critique de la raison pure, et le formule brièvement dans la préface à la seconde édition de la critique de la faculté de juger. Les idées excessives pour notre faculté de connaître théorique ne sont pas pour autant ni inutiles ni superflues, mais au contraire servent de principe régulateur, ce qui permet de retenir les inquiétantes prétentions de l'entendement d'une part et de l'autre de le guider dans la considération de la nature selon des principes de complétude. En revanche, Schleiermacher affirme, risquant de tomber sous le coup de sa propre critique, que pour ce qui est des principes suprêmes, on ne peut pas distinguer avec Kant des principes constitutifs, des principes régulateurs. Même si l'aspiration de la philosophie kantienne est reconnue par Schleiermacher comme ayant une motivation parente à la sienne, c'est que l'idée suprême du savoir absolu, ou de Dieu, non seulement règle et oriente la démarche, mais encore la constitue. C'est là-dessus que Schleiermacher fonde l'unité de la philosophie transcendantale, qui recherche le fondement du savoir, fondement transcendant, et de la philosophie formelle, qui rend possible la construction de la philosophie.
On peut expliquer la pensée de Schleiermacher à la lumière de l'idée de l'absolu ou de l'idée de Dieu. Ce dernier point permet de critiquer Kant, qui réduisait selon Schleiermacher l'idée de Dieu à une idée régulatrice, en n'y voyant qu'un postulat de la raison pratique. L'idée de la déité ne pourrait pas être régulatrice, principe du formel, si elle n'était pas constitutive, à savoir constitutive de notre propre être. C'est que l'idée de l'absolu permet effectivement d'élaborer la structure du savoir comme principe régulateur, mais elle serait alors vide de toute identité avec notre conscience. Or, l'idée de l'absolu ne serait pas un principe régulateur dans sa vie, en nous, qui n'est cependant qu'une partie de sa réalité éternelle. C'est bien pour ne pas perdre le réel au regard de l'idéal, pour ne pas privilégier un seul aspect, que Schleiermacher critique la trop radicale distinction du principe régulateur qui, sans le principe constitutif, risque de n'être que vide. Kant est donc critiqué au moyen d'un recours à Platon qui a su garantir une unité perdue dans le cours de l'histoire de la philosophie. Ce qu'il y a de suprême et d'universel dans le savoir et les principes mêmes du philosophé sont une seule et même chose. Chez Platon, tant les règles de construction de la science que les doctrines de l'ontos on et de l'agathon appartiennent à la dialectique. Jusqu'au bout, le savoir proprement dit est la finalité de la dialectique et il doit être supposé existant car constituant notre discours. Cela même si un temps où tout s'accorderait aux pensées et représentations est inimaginable. Ce qui constitue notre savoir est transcendant et l'absolu ne peut pas être saisi dans le concept et ne peut être qu'intuitionné et représenté analogiquement. C'est ici aussi qu'il faut justifier le singulier usage linguistique de Schleiermacher qui prend transcendantal et transcendant comme synonyme. On sait que chez Kant, transcendantal désigne les conditions de possibilité de la connaissance a priori. J'appelle transcendantale toute connaissance qui s'occupe en général non pas tant d'objets que de notre mode de connaissance des objets, en tant qu'il est possible a priori. La différence entre transcendantal et transcendant est plus clairement énoncée dans les prolégomènes. Transcendantal ne signifie pas quelque chose qui va au-delà de l'expérience, mais bien qui la précède. Il est vrai a priori, mais n'est pourtant destiné à rien de plus qu'à rendre possible l'expérience. Et donc transcendant ce qui est au-delà de l'expérience, alors que le transcendantal, s'il y a en commun avec le transcendant d'être a priori, c'est-à-dire de n'être pas dérivé de l'expérience, n'a de sens que comme pensée de l'expérience, qu'appliquée à cette dernière. Cette distinction est estompée chez Schleiermacher. La partie transcendantale de la dialectique recherche les conditions de possibilité du savoir et rapporte les oppositions relatives de l'idéal et du réel dans l'être comme dans la pensée à leur unité, dans un fondement transcendant. L'absolu dont il était question ci-dessus, c'est en cela que se fonde leur synonymie.